Bonjour à tous. Donc, on va commencer. Merci beaucoup d'être tous présents, soit physiquement, soit au travers de liens Teams. Juste quelques petits mots, mais vous avez tous l'habitude de ces réunions semi-distancielles, distancielles, etc. Pour la prise de parole, pour les personnes qui sont là, évidemment, vous levez la main. Et pour les personnes à distance aussi, on vous demande de lever la main. Vous allez avoir dans un deuxième temps plus d'une heure pour poser les questions. Donc, dans le format, on vous propose plutôt une première heure d'exposé et les questions dans la deuxième heure. Et si vous souhaitez quand même poser des questions, levez la main à distance ou ici avant de prendre la parole. Et évidemment, s'il vous plaît, coupez tous vos micros. Merci beaucoup et je laisse la parole à Paul Flamme qui va introduire la session. Merci Paul. Donc, Paul Flamme, directeur des coopérations territoriales Axe Seine et pôle métropolitain à la métropole du Grand Paris. Effectivement, bienvenue à tout le monde. Merci à la PUR, l'atelier participatif, qui nous accueille ce matin. Je vois qu'on a beaucoup de participants et ça fait plaisir. Ça montre un intérêt pour cet appel à manifestation d'intérêt. C'est le cas de le dire. Quelques mots, je ne serai pas long, je vous rassure. D'abord, je voudrais vous dire un mot que CETAIMI prend place dans une démarche beaucoup plus globale, qui est la coopération qui est en train de se mettre en place au niveau de la métropole du Grand Paris, la métropole Rouen-Normandie et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Alors, je branche mon micro, et du coup, ça fait à l'arsène. Là, et là, et là, et là, et là. De personnes qui souhaitaient effectivement que Paul Branche mon micro. Ça, tu peux dire. Est-ce que vous nous entendez mieux si on fait comme ça? Ok. Je prends le micro. Je vous direct. Donc, je disais, donc, outre le remerciement habituel et qui sont sincères, le fait que je constate qu'on a pas mal de participants et en présentiel, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, mais aussi en distanciel, merci beaucoup pour votre intérêt. Je parlais de la coopération Axe Seine, donc entre Paris, Rouen, Le Havre et la métropole du Grand Paris, qui est en train de se mettre en place et dans lequel s'inscrit cet appel à manifestation d'intérêt pour la logistique urbaine et fluviale décarbonée du dernier kilomètre sur l'Axe Seine. Donc, je vous ai cité les collectivités, elles sont en train de créer un élan majeur, on en est qu'au début, c'est la deuxième année, on a beaucoup de thèmes de travail, dont la logistique urbaine fluviale est un des thèmes majeurs, mais pas le seul. On a aussi la GEMAPI, nous avons les énergies renouvelables, nous sommes en train de créer une scène énergie renouvelable à l'échelle de tout l'Axe Seine. Nous sommes en train de travailler aussi sur la dimension touristique, patrimoniale et culturelle le long du fleuve. Nous allons aussi amorcer une démarche pour associer les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, principalement des communautés d'agglo et d'agglomération et quelques communautés de communes en Normandie et en Île-de-France le long de la Seine, pour les faire rentrer dans cette démarche. Nous allons travailler aussi sur des thèmes comme l'agriculture d'ailleurs et l'alimentation, et il y aura certainement des points à faire demain dans nos réflexions collectives sur logistique et agriculture. Mais je vais revenir à notre thème du jour. CETAIMI, il est piloté aujourd'hui par la métropole du Grand Paris, c'est pour ça que nous introduisons, évidemment en partenariat avec les grandes collectivités locales que j'ai citées, et évidemment, je tiens à dire aussi, avec un appui signalé de deux grands établissements publics que sont Aéroport et Voies navigables de France, et que je remercie évidemment. Là, avec le soutien de la PUR, qui n'a pas fait que nous accueillir aujourd'hui, ce qui est déjà énorme et on les en remercie, mais qui a aussi beaucoup contribué pour l'établissement des fiches techniques dont un certain nombre d'entre vous, j'en suis sûr, ont déjà pu prendre connaissance pour la description des sites qu'on a voulu aussi précises que possible au stade de l'AMI. Encore quelques mots. L'AMI, il a deux objectifs clés. Mettre en valeur la logistique fluviale
donc en fait le report modal, et susciter l'innovation dans Ravoiseau. Donc justement pour avoir une logistique urbaine plus vertueuse. La campagne, c'est à aimer le sens de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, dans les grandes métropoles, pas simplement en France, hein, c'est un phénomène européen, on voit se développer des zones, alors ici c'est une zone à faible émission, mais ça peut porter d'autres noms. On voit de plus en plus de congestion du trafic, et on est bien placé ici à la Nature, puisqu'on a une vue imprenable sur le périphérique, dans les entrées d'agglomération, des exigences des habitants et des élus locaux de plus en plus fortes, et en même temps des nouveaux modes de consommation, avec notamment l'explosion d'Internet, des colis que vous connaissez. Donc tout ça fait que participer aujourd'hui à cet appel à manifestation d'intérêt, c'est prendre, je pense, un temps d'avance par rapport à un certain nombre de concurrents qui vont réaliser avec le temps que de toute façon, bien sûr, il y aura toujours place, et une forte place pour la route, mais le report modal, le ferroviaire et le fluvial vont aussi monter en puissance dans les prochaines années, surtout pour atteindre les cœurs de ville. On en est qu'au début de ce mouvement-là. Donc on se place aussi sur la durée moyenne et le temps long. Dernière chose, nous avons donc eu deux réunions, hier à Rouen, aujourd'hui donc à Paris. Moi, ce que je vous dirais simplement, c'est que cet AMI aujourd'hui il est ouvert. Il vous donnera accès, si vous candidatez, si vous avez jusqu'au bout de la démarche, à des appels à projets sites sur nos 34 sites. N'hésitez pas à vous associer avec d'autres. Ne vous censurez pas. Tous les projets peuvent nous intéresser. Merci et bonne réunion. Merci beaucoup, Paul. Je vais donner la parole à Rachid Yassa de PNF, qui va commencer l'ordre du jour aujourd'hui. Ce qu'on vous propose aujourd'hui pour commencer, c'est un tour de table des participants. Approcher un peu, je vais essayer de parler un peu plus fort également. On va souhaiter débuter cette rencontre par un tour de table pour que tout le monde sache à qui il parle, mais aussi pour créer des possibles partenariats entre vous. Tout le monde n'a pas l'absolue entièreté d'une solution logistique, d'une logistique fluviale urbaine, et le fait que chacun d'entre vous puisse rapidement évoquer son domaine de compétences ou sa possibilité d'intervention dans la chaîne de transport fluvial pourrait être la source de la création d'un nouveau service. En tout cas, je vous invite tous à vous présenter assez succinctement parce qu'on est trop nombreux. Donc, on va débuter par les gens qui sont en présentiel. Hein, je dire qu'ils ont pris le risque d'être présents. Et puis, on enchaînera ensuite par les personnes qui sont en distance, en visio, et je les inviterai tour à tour à se présenter. Je passe la parole tout de suite à ma voisine de gauche. Allez-y au milieu pour l'accueil. Arantxa Dorothée pour le service des canaux de la ville de Paris. Florence Morin pour la même collectivité à l'agence de la mobilité sur la logistique urbaine. Moi, je suis stagiaire. Je suis stagiaire aussi à l'agence de la mobilité de la ville de Paris. Anne-Laure Garcia, du coup, au Civil de France. Valentin Hermine, stagiaire chargé de mission logistique chez Le Goyer Logistique. Stéphane Le Goyer Logistique, qui accompagne des clients dans la mise en œuvre de flux alternatifs. Déjà bien, communauté portuaire de Paris. Patricia Pelou, directrice adjointe de la CUR. Audrey Bollet, société CMX Béton et CMX Dormula. Kevin Jeannin, responsable du développement de la société Fluidis. Eric Moroun, responsable des opérations à Amazon. Yannis, responsable des affaires externes à la logistique. Nos électrons, Amazon, je travaille sur le recrutement des sous-traitants. Maxence Cellier, milieu aussi. Marie Comet, seule chose Paris Région. Paul Brugman, Marine, centre de recherche en hydrodynamique aux Pays-Bas. Nicolas
Nicolas Teinturier, je suis en charge de développement d'Urban Logistique Solutions qui opère un service de logistique urbaine à Strasbourg et dans le semaine à Lyon. Mathieu Desiderio, consultant pour la société Média 107. Bonjour, Chazeli Tarek, société Transdev Express, spécialisée dans la distribution de colis. Richard, Nathalie Alonso, RATP. Et de Pierre Arlopa. Arthur Mareuil, OC22, distribution pour la et la restauration. Anaïs Lebron, chargée de mission coopération territoriale et axe Seine à la métropole du Grand Paris. Sarah Beneria, adjointe consultante et compagne en chaîne métropole. Très bien. Et je me rends compte que je ne m'étais pas présenté. Rachid Essa, un peu la Média de France, en charge des projets de logistique urbaine fluviale sur le bassin de Seine et sur le bassin de Loire. Je vais tout de suite inviter M. Alliot, qui est essentiel à se présenter rapidement. M. Alliot, vous l'écoutez. Monsieur Alliot, alors, je vais proposer à Madame Alexandra Provo de se présenter. Bonjour, Alain Lyon. Vous m'entendez? Oui, Madame Provo. Oui, bonjour Alexandra Provo, chargée de mission recherche et développement au sein de l'entreprise Transport du Boc. Monsieur Alliot, prenez votre tour. Bonjour à toutes et à tous. Alain Alliot, fondateur d'une société d'ingénierie en navigation urbaine électrique et connectée, autonome, et destinée à faire des plateformes pour la livraison du dernier kilomètre. Monsieur Alliot, monsieur ou Madame Chou. Cheng-Bin Chou. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Ribet, Christophe Ribet. Allô? Oui, bonjour à tous et à toutes. Christophe Ribet au cabinet de Pierre Rabadan. Pierre Rabadan qui est l'adjoint à la maire de Paris, chargé de la Seine, entre autres choses, aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques et du sport. Merci, Monsieur Ribet. Jean-Marc Paris, s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Marc Paris, délégué général du GAT-MARIF, le groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume. Oui, bonjour, Jérôme Guillaume, groupe de Lanchy. Je vous ai mal entendu, Monsieur Guillaume. Donc, Monsieur Guillaume, pour le groupe de Lanchy. Jolivet. Oui, bonjour, Éric Jolivet, ATP Solutions Ville. Monsieur Jolivet, oui, s'il vous plaît. Joli. Oui, bonjour, Yves Joly, WSP, ingénierie conseil. Monsieur ou Madame Marne. Céline Mantoux. Oui, bonjour à tous. Céline Mantoux, groupe Sogestion pour Goline Logistics, opérant des bateaux Zoulou depuis 2014 en Belgique et en France. Bonjour. Monsieur Bazet, Marc Bazet, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Marc Bazet, cluster logistique urbaine pour l'Île-de-France et nous développons une solution route-fleuve-route à Isoku avec le tout routier. Monsieur Bazet, Madame Messiani, Oui, bonjour à tous. Madame Lisiane Lila, société Transtac Express, société de transport. Nathan Gouin. Oui, bonjour, Nathan Gouin, administrateur du groupement d'intérêt scientifique Institut pour une logistique intelligente en Vallée de Seine. Monsieur Borelli, Nicolas Borelli.
Hop là. Bonjour Nicolas Borelli, Corsalis Logistic Real Estate, promoteur immobilier de logistique urbaine. Olivier Jean de Gauchy. Monsieur Jean de Gauchy. Bonjour, donc Olivier Jean de Gauchy, GIS Trafis, dont l'objet est la sécurisation, la facilitation du commerce, entre autres, sur l'axe Seine, et aussi société Soget, donc qui exploite le système communautaire S1 sur le trafic des marchandises sur l'axe Seine. Monsieur Clément, Pascal Clément. Bonjour Monsieur Clément. Bonjour, Pascal Clément, OBD Grand Paris, grossiste en boissons auprès des cafés, hôtels, restaurants sur le Grand Paris. Merci Monsieur Clément. Claire Payan, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Claire Payan, Société d'ingénierie Ségulin, responsable de projets collaboratifs. Et Monsieur Simon, Kevin Simon. Bonjour, Kevin Simon, Société Rémia. On est une filiale de dépollution des sols et voilà, on regarde les sujets en fluvial. Kevin. Monsieur Stéphane Toussaint, s'il vous plaît. Bonjour, Stéphane Toutin, donc je suis le dirigeant d'Urbit. C'est une entreprise suédoise de livraison dernier kilomètre en vélo cargo et je dirige la FIAC 16. Madame Alonso, Nathalie Alonso. Non, aucune réponse, excusez-moi. Tout le monde a été présenté, toutes les personnes connectées. Il y a 2 personnes qui nous ont rejoints. Je vais vous inviter à allumer le micro et à vous présenter rapidement. Oui, Philippe Alluet, Société Avenir. Je suis en charge des bandes de recharge de véhicules électriques pour le groupe AVD. Bonjour. Caroline Berregbaum, Société Bataille Log, spécialiste de la logistique en zone urbaine, en logistique de chantier. Et Émilie Dugrand, Le Havre Seine Développement. Vraiment désolé, Émilie, je n'ai pas vu que tu nous avais rejoint. À l'instant. Merci certainement. Un mail vous sera envoyé à tous demandant l'autorisation de diffuser à l'ensemble des participants vos coordonnées respectives, l'entité pour laquelle vous intervenez, aussi pour créer de la synergie entre vous, potentiellement. Ce sera fait très, très rapidement. Je redonne la parole pour une présentation générale de la démarche. Oui. Alors, dans la présentation générale de la démarche, peut-être la métropole peut-elle expliquer précisément. Alors, effectivement, en attendant le retour de Paul, je pense qu'il pourra le relais après. Donc, rapidement, présentation générale de la démarche. Vous l'avez compris, cette AMI logistique urbaine fluviale a été lancée le 7 avril dernier par l'ensemble des collectivités constituant l'ensemble de l'axe Seine, donc la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, la métropole Grand Normandie et le Havre Métropole, en partenariat avec rapport, l'ENS et avec le soutien précieux de la PUR également. Et donc, l'objectif de cette AMI est de relancer le mode fluvial tout le long de l'axe Seine, en expérimentant de nouvelles façons de desservir la zone dense, la zone urbaine dense par la voie d'eau. Donc, cette AMI poursuit trois objectifs. Le premier, c'est un objectif de sourcing qui vise à identifier les acteurs qui souhaitent développer des espaces fluviales associés à une logistique du dernier kilomètre décarbonée de façon privilégiée. Et donc, on voit que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent présents et qui assistent à cette réunion. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs intéressés par le sujet, ce qui est très positif. Le deuxième objectif, est de faire émerger des propositions innovantes pour mieux desservir les zones urbaines denses et utiliser le report vers la voie d'eau. Et on a une slide après qui revient sur ce sujet de l'innovation parce que c'est un point très important dans le cadre de l'AMI et des intentions qui sont attendues. Et le dernier objectif est de vocation plutôt environnementale, c'est de favoriser la décarbonation des transports de marchandises en travaillant sur une articulation voie d'eau, logistique du dernier kilomètre décarbonée.
Voilà, pour cette première slide d'introduction. Pour la suite, est-ce que je poursuis, Paul, ou est-ce que tu veux reprendre la main? Alors du coup, je vous l'ai dit, donc ce présent l'AMI est tourné vers l'innovation. Donc un AMI, donc l'objectif, voilà, c'est d'identifier des opérateurs économiques susceptibles de proposer des solutions répondant aux besoins d'accélération de l'innovation en matière de logistique urbaine fluviale. Et là, peut-être simplement un petit point intéressant, je pense, c'est de s'arrêter 2 secondes sur les opérateurs économiques. Donc, quels sont les acteurs qui peuvent répondre à l'AMI? Parce que vous avez tous, je pense, téléchargé le dossier de candidature à l'AMI et dedans, on liste les acteurs économiques qui peuvent répondre à l'AMI. C'est une liste non exhaustive, bien sûr. Et du coup, j'en profite quand même pour redire que sont concernés par l'AMI les chargeurs, les logisticiens, les transporteurs, les gestionnaires de plateformes, les aménageurs, les constructeurs, les armateurs, bref, liste non exhaustive, globalement tous les acteurs intéressés pour développer une activité de logistique fluviale peuvent répondre. Donc, vraiment tous les gens qui ont une intention qui soit bien aboutie ou juste voilà, une bride d'intention peuvent répondre à ces AMI. Pour revenir sur l'innovation, donc l'innovation est au cœur de ce projet et elle peut se traduire dans les intentions qui seront déposées par les candidats de différentes manières. D'une part, on attend des innovations en matière de logistique décarbonée, du quai de déchargement jusqu'au destinataire final. Le côté décarboné est très important dans le projet. Si on peut l'introduire de manière privilégiée dans les intentions, c'est très bien. Le deuxième point en matière d'innovation concerne la sobriété spatiale des équipements qui seront proposés. Le troisième point, mixité et réversibilité des usages des quais. Là-dessus, je pense qu'on peut s'arrêter quelques secondes pour insister sur ce point-là, qui est aussi important que les autres, bien évidemment, mais on parle de la zone urbaine dense. On sait que les quais en zone urbaine dense voilà, sont aussi utilisés pour les riverains, pour leurs loisirs, par les cyclistes, par les familles le week-end, etc. Et donc, voilà, il y a vraiment une innovation, je dirais, organisationnelle peut être très intéressante dans les projets qui seraient déposés, dans les intentions déposées, parce qu'on a besoin de pouvoir utiliser les quais pour faire de la logistique, mais ces quais doivent aussi pouvoir être utilisés pour d'autres usages, puisque les zones urbaines denses sont très convoitées, notamment les quais le long de la Seine. Quatrième point, la préservation de l'environnement et de la qualité de la Seine et des canaux. Et nous avons aujourd'hui une représentante des canaux de la ville de Paris qui nous présentera les sites proposés justement sur les canaux. Et le dernier point, c'est l'inscription architecturale et paysagère des sites. Donc voilà, ça c'est la liste des 5 innovations, types d'innovations proposées. L'idée étant que les intentions puissent adresser un maximum d'innovations voilà, dans ce qui sera présenté. Voilà. Oui, merci Anaïs. Et je voulais juste préciser qu'évidemment, il y a beaucoup d'innovations là qui sont listées. L'idée, évidemment, ça c'est l'idéal. On a des projets qui cochent ces 5 cases, merveilleux. Mais l'idée, c'est d'essayer de tenter, c'est de s'appuyer sur. Il faut qu'on ait plusieurs de ces innovations et au moins une avec force qui, au stade de l'AMI, ressortent. Après, il y a des sites, vous verrez aussi dans les fiches, où il y a des exigences qui peuvent être particulières. Elles sont peut-être précisées tout à l'heure dans la présentation des sites. Mais si vous avez certaines des innovations, ce que je veux dire par là, c'est que si sur les 5, il y en a 2 que vous ne cochez pas ou difficilement, si on a par ailleurs 2 ou 3 autres sur lesquels vous pouvez apporter un plus, une plus-value, n'hésitez pas à candidater. On n'exige pas d'avoir rempli les 5 critères impérativement. Après, le jury qui sera composé des élus spécialisés donc je l'ai dit, des 4 grandes partenaires, collectivités territoriales, plus des cadres dirigeants de VNF et de la ROPA, fera ensuite une sélection. Mais encore une fois, si vous avez quelque chose d'intéressant à proposer sur 1, 2 ou 3, idéalement 5 de ces choses-là, des choses intéressantes à présenter, on ne coche pas forcément les 5 cases, il ne faut pas se dispenser de cette candidature. Je pense qu'il fallait mieux préciser aujourd'hui. Et donc, une dernière slide sur cette présentation générale qui concerne les ressources mises à votre disposition. Donc, en gros, c'est pourquoi candidater à l'AMI. Donc, déjà, dans le cadre de ce projet, porté en partenariat donc, par les 6 partenaires et tout ce qui est nature, on met à disposition des candidats un réseau de 34 sites
pouvant accueillir vos projets. Et donc, ces 34 sites sont répartis tout le long de l'axe Seine et juste après, nous aurons donc une carte qui vous présente l'emplacement de ces sites et on va les présenter plus amplement dans la suite de la matinée. Donc, voilà, ça, c'est le premier point majeur, le réseau des 34 sites mis à disposition. Le deuxième point très important aussi, c'est un accès aux appels à projets logistique urbaine fluviale qui seront lancés à l'automne par les gestionnaires domaniaux. En effet, le projet logistique urbaine fluviale, il est pensé en 2 temps. Au premier semestre 2022, nous lançons l'AMI pour voilà, recenser des intentions. Et les lauréats de l'AMI pourront candidater aux appels à projets qui seront lancés au second semestre. Donc, les appels à projets du second semestre sont réservés aux lauréats de l'AMI, donc c'est important de pouvoir passer par cette phase AMI. Le troisième point concerne l'accompagnement technique des porteurs de projets par des experts en logistique, et je pense que la réunion de ce matin est une bonne illustration, puisque nous avons de nombreux experts logistiques du partenariat qui sont présents pour répondre à vos questions. Et le dernier point qui sera mis à votre disposition concerne plus la visibilité qui sera proposée aux lauréats, puisque nous mettrons en place des actions de promotion à la rentrée de septembre, octobre, quand la date sera précisée ultérieurement. Mais au moment où nous annoncerons les lauréats à l'AMI, il y aura bien évidemment des options de promotion avec une telle visibilité qui sera apportée aux intentions sélectionnées et bien évidemment aux lauréats. Voilà, comme nous l'avons fait au long des actions de promotion faites au lancement de l'AMI par l'ensemble des partenaires. Donc voilà. J'en ai fini pour la présentation générale. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. De toute façon, on prendra voilà, les questions, on répondra dans la deuxième partie de la matinée. Sinon, je passe la main au suivant. Merci beaucoup. Bonjour Anaïs. On va rentrer tout de suite dans la présentation des sites. Vous avez tous pu télécharger dans le dossier de l'AMI une liste détaillée de chacun des sites. On va pas forcément tous les passer en revue. 34 sites le long de l'axe Seine qui sont répartis sur les 3 grandes métropoles, Le Havre, Rouen et la métropole du Grand Paris. Sur l'Île-de-France, des quais qui sont mis à disposition par les différents gestionnaires domaniaux qui sont à Aropa, l'île de Paris, et pour la partie la plus réduite, puisque là, se limite à un seul quai par voie navigable de France. Des quais également qui sont mis à disposition sur la métropole de Rouen, par la métropole, Rennes, Aropa également, et puis un site assez particulier qui est une réalité intermédiaire entre VNF et Aropa. Et puis au Havre, 2 quais qui se situent à l'entrée de ville, des quais qui ont des particularités assez intéressantes puisqu'ils sont vraiment à l'interface du maritime et du milieu urbain. Je vais rapidement faire un point sur les différentes formes de mise à disposition de ce quai que vous pourrez trouver. Et là, j'inviterai aussi bien Didier Depierre qu'Amélie à intervenir, compléter ou corriger mes propos. On aura notamment sur l'Île-de-France une très grande majorité de quais à usage partagé. Ce qu'on appelle les quais à usage partagé, c'est le fait de pouvoir développer une logistique viable, bien entendu, et une fois ces opérations de transport et de logistique terminées, la nécessité de replier tous les engins, tous ces usages logistiques pour laisser place à d'autres types d'utilisation de ces quais, sport récréatif ou autre. Ces quais-là ne sont pas modifiés, il n'est pas donné. Théorie aujourd'hui, sur une longue période, contrairement aux sites qui sont amodiés. C'est le cas par exemple du quai de Charenton-le-Pont, développé par Aropa, des quais du Chien-le-Franc par la ville de Paris. Un site amodié, on y obtient une
d'une certaine façon, c'est un raccourci un peu bref, mais c'est une espèce de contre-allocation qui permet des aménagements, une visibilité sur une durée d'engagement réciproque entre le gestionnaire domanial et l'entité bénéficiaire de cette convention d'occupation temporaire, très souvent adossée au montant des investissements qui seraient réalisés sur ces. Et puis, un cas un peu mixte, des cas mixtes, où seuls les plans d'eau et le quai sont à usage partagé et où les terre-pleins arrière, associés au quai, bien entendu, peuvent être amodiés. C'est le cas des 2 quais du Havre, qui bénéficient d'un terre-plein assez intéressant, où on peut y développer des stockages, voire même des entreposages, avoir une durée terminée, encore une fois, et a priori à moyen terme ou à long terme, l'utilisation de ces espaces, et où en revanche, l'utilisation du quai et du plan d'eau doit être de toute façon temporaire. Et voilà, très vite passé à la présentation des différents quais. Je ne sais pas s'il y a un représentant qui peut parler du Havre. Ou pas, peut-être. Émilie Dugrand, qui est en distanciel. J'invite à présenter rapidement les 2 quais du Havre. Alors, les deux quais du Havre, donc, nous sommes sur le territoire portuaire Aropa, hein, donc Aropa pourra bien confirmer évidemment et affirmer ce qui suit. Nous sommes sur le territoire Aropa, ce sont 2 quais à proximité de la ville, de l'interface ville-port, immédiatement connectés aux voies douces. Donc, aussi bien la voie des vélos et vélos cargo pourra être utilisée puisque directement connectée, ainsi que la prévision de l'extension du tramway qui passera donc juste à proximité pour la phase 3. Enfin, voilà, la prochaine phase. Nous sommes également, bien sûr, immédiatement connectés au canal de Tancarville, ce qui permet d'imaginer bien sûr des projets en lien direct avec l'axe Seine. Voilà, donc ce sont 2 quais intéressants, immédiatement accessibles, avec effectivement un terre-plein à l'arrière et des hangars portuaires qui peuvent être un élément intéressant de stockage de proximité pour des porteurs de projets qui émettraient un besoin et auquel effectivement il ne faut pas hésiter à le préciser dans vos projets. Merci beaucoup, Émilie. Je vais rapidement présenter les quais de Rouen. Comme je le présentais tout à l'heure, 4 quais. 2 quais qui sont proposés par Aropa Port de Rouen, le quai Guillaume Le Conquérant et Saint-Gervais, qui sont vraiment au cœur de l'île, hein, l'entrée de l'île. Ces 2 quais sont aujourd'hui utilisables en l'état. Ils bénéficient d'accès routier et cyclo-logistique également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous trouverez l'ensemble des détails sur les dossiers, fiche par fiche, et chaque quai détailleront l'ensemble des caractéristiques techniques de ce quai-là. Un autre quai qui est proposé par la métropole de Rouen-Normandie, qui est le quai de l'Escure, qui est aujourd'hui qui nécessitera certains travaux, mais qui seront, comme l'a évoqué hier, les gens de la métropole de Rouen-Normandie, qui pourront être pris en charge par la métropole de Rouen pour les projets qui sont proposés. Et puis un quai un peu mixte, qui lui a une très grande surface, qui aujourd'hui est une concession VNF
à Aroba, concession qui prend fin prochain mois et qui bénéficie d'un très grand linéaire de quai, une surface relativement importante en arrière. L'ensemble des détails et des informations, bien sûr, là, je vous renverrai directement sur le dossier à télécharger. On va passer ensuite au quai de la ville de Paris. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Dorothée Arantel pour présenter les deux quais de la ville de Paris qui sont sur le canal de la ville de Paris. Oui, donc on a deux ports, le port Lucien-Lefranc Nord et le port Lucien-Lefranc Sud, qui sont au bord du canal Saint-Denis et qui sont sur le territoire de la ville d'Aubervilliers. Je salue mon collègue du Canal commune Saïd Dari. Donc c'est la particularité des canaux parisiens, c'est-à-dire que le plan d'eau et les berges appartiennent à la ville de Paris, même en dehors de Paris intramuros. Là, on est sur le territoire d'Aubervilliers, mais administrativement, on est sur la ville de Paris. C'est donc deux ports qui sont dans un territoire qui est en pleine mutation. Il y a les futurs sites olympiques qui vont arriver, les gares du Grand Paris Express et le prolongement de la ligne 12 qui va aussi arriver à proximité. Et c'est vrai qu'il y a une volonté notamment de pleine commune de retravailler ces espaces publics, ces baies. Donc les deux ports s'inscrivent là-dedans. C'est deux quais qui sont amoviers, donc qui peuvent recevoir des aménagements, des structures, des espaces de stockage. Et donc il y a une attention particulière qui sera portée aux aménagements et à leur qualité architecturale et paysagère. Je ne vais pas reprendre tous les aspects très techniques des sites parce qu'ils sont dans les fiches et puis je pourrai répondre aux questions après s'il y en a. Simplement le fait que ce soit sur les canaux, il y a la particularité qu'on a des écluses, ce qui n'est pas le cas sur la Seine, et que les deux sites sont situés à proximité d'une écluse. Ce qui veut dire qu'il y a des parties des plans d'eau sur lesquelles on ne peut pas stationner. Et ce qui veut dire aussi que pour la navigation, il faut franchir ces écluses-là. Donc on peut soit rejoindre Paris par le nord, c'est-à-dire par la Seine, en franchissant un certain nombre d'écluses et on a entre 2 et 3 heures de navigation, et soit par le sud, donc par le canal de l'Ourcq, et pareil, il y a des écluses à franchir, et donc ça implique un certain temps de navigation également. Et puis il y a une volonté qui est portée à la fois par la ville de Paris, mais par la ville d'Aubervilliers et par pleine commune, qui est que les quais, une partie des quais puissent rester accessibles au public en permanence, même pendant le temps d'activité. Sur le port Lucien-Lefranc Nord, c'est le cas, et c'est le cas aussi sur le port Lucien-Lefranc Sud. Il y a des aménagements qui existent, qui permettent de faire ça. On pourra donner des exemples. Mais voilà, c'est un vrai impératif. Je vais prendre la parole pour présenter le seul et unique quai proposé par l'ENF. Ça va être assez succinct. Ensuite, je laisserai la parole à Didier Depierre pour présenter l'ensemble des cubes de l'île-de-France et également de Charles. Donc, matérialisé ici sous le chiffre 14, sous l'écran, le port des Champs-Élysées. Pour les détails techniques, je vous renvoie une nouvelle fois sur le dossier à télécharger. Quelques mots sur la façon dont ce quai pourra être mis à la disposition. Donc, ce n'est pas un cube, c'est un quai qui pourra être amovié, mais sur des durées très courtes, sur des durées de 6 à 10 mois uniquement. C'est expérimental, sur lequel, en fait, on ne pourra pas, de la même façon que sur les cubes, aménager de façon lourde, installer des outils de manutention. L'ensemble des activités logistiques, une fois terminées, devront laisser place d'autres usages, notamment piétonniers ou récréatifs. Et en revanche, sur le plan d'eau, il sera possible de stationner sur l'ensemble de la journée. Des amodiations courtes
pourront être renouvelées 1 à 2 fois maximum et elles ont pour objet de permettre à des logistiques fluviales de se développer à titre expérimental, de former une espèce de tremplin au démarrage d'un service. Je vous renverrai on va faire notre discussion pour des questions si nécessaire. Justement, merci à Rachid et merci à VNF parce que c'est quand même un site exceptionnel, hein, tout est dans le titre, les Champs-Élysées. Effectivement, quand vous êtes en hyper centre-ville, une ville comme Paris, vous avez des contraintes que vous ne travaillez pas si vous allez en troisième couronne. Mais en même temps, voilà. Vous avez aussi, même en termes d'image, derrière les consommateurs, ça va être la même chose pour les cubes. Voilà, vous pénétrez les centres enfin, au cœur, vraiment, de la capitale. Oui. Donc, pour Aropa Paris, donc juste une précision, en fin de compte, Aropa gère à la fois des plateformes multimodales. Donc, il y a 3 principales en Ile-de-France, c'est Gennevilliers, où on trouve les points 26, 27, 28, 1, 2, 3 et 4 qui se trouvent sur la Marne. Puis en dehors du territoire, qui concerne l'origine de la métropole du Grand Paris, on fait la plateforme de l'IMEC. Sur ces plateformes, des terrains à des entreprises, soit des terrains plus des entrepôts. Et bien entendu, l'objectif, c'est de faire des paris filiales. Dans le cadre de l'ANI, on a mis à disposition donc, ce que l'on appelle des cubes, desquels à l'usage partagé. On en a déjà parlé, donc c'est pas de location à parler clairement, on va parler d'allocation. Il n'y a pas de location à une seule entreprise. Il y a plusieurs entreprises qui utilisent ces terrains dans le temps. Donc, par exemple, vous réservez pendant 2 heures, 4 jours, etc. Il n'y a pas d'allocation pour rester plus seul. C'est Damodier, c'est celui de Charenton. Donc ça, on a un espace d'environ 1000 m² sur lequel il pourrait y avoir des entrepôts, des petits entrepôts. Un terrain qui sera disponible à partir de Chalier. C'est un usage partagé, ce sont des outils pour construire une chaîne multimodale. À partir d'un site, ça serait pas grave si le site est en la proximité de la voie pour un départ à gagner. Donc, je peux pouvoir répondre à toutes vos questions plus précisément sur les différents sites. Les sites en superficie sont le petit fait 700 m², le grand à 1000 m². Merci Didier. Ce qui est intéressant quand on voit cette carte qui est dézoomée, quand même, c'est qu'on voit ce maillage qui est très intéressant, qui couvre d'ailleurs tout le périmètre, une grande partie du périmètre de la métropole du Grand Paris. Et même au-delà, et on voit que même aux abords de Paris, mais dans le cœur de Paris, tout ce qui est point bleu et le point orange qui est à l'opposé sud, qui est donc le pont de Charenton, qui lui donc est ammodiable, aménageable, dans la durée, tous ces points bleus permettent de projeter sur utiliser ce maillage pour faire ce que on appelle la tournée du laitier. C'est une possibilité aussi de dessert de différencier. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est très important de voir ça. Et disons, il y a une chose aussi, c'est que le fluvial a l'avenir devant lui. C'est 3 fois moins aujourd'hui en volume qu'à la fin des années 60. Donc avec un PIB inférieur à la fin des années 60, on fait 3 fois plus de transport fluvial sur la Seine entre Le Havre et Paris qu'aujourd'hui. Donc, et la demande, y compris des consommateurs, bien d'aller vers une consommation plus vertueuse. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, le fluvial va se répandre et que dans les villes
presque aussi extraordinaire que Paris, avec évidemment, vous en doutez, un cœur urbain qu'on ne peut pas comment dire, aménager comme un sous-trait. Vous avez des ponts qui sont extraordinaires, vous avez des perspectives et des tas de bâtiments classés. Néanmoins, ces cubes, aujourd'hui, sont utilisés à 15%. C'est-à-dire que 85% de capacité des quais par usage partagé à un rapport ont aujourd'hui une disponibilité. Et il est certain qu'à la fin de la décennie, on ne sera pas à 15%. Ces cubes, c'est vraiment une opportunité. Et là, le ministère aussi à ça, et dans notre partenariat avec un rapport, pour expliquer le rôle de ces cubes, parce que de toute façon, pour pénétrer le cœur urbain des grandes capitales, là, dans c'est le cas de Paris, forcément, il faudra imaginer des solutions qui devront tenir compte du fait qu'il y a des usages partagés, des usages aussi mixtes, avec une population qui veut aussi profiter des bords de Seine. Mais en tout cas, il y a vraiment cette opportunité-là, et tôt ou tard, comment dire, des concurrences et un gouffre. J'insiste vraiment, je dis, il y a un gros potentiel, et ce potentiel, il sera exploité, ça c'est une question personnelle, d'ici la fin de la décennie. Voilà, donc on peut tout faire après. Pour passer, donc oui, la présentation de fiches qui sont très détaillées, très techniques, qui permettent de visualiser très précisément l'ensemble des caractéristiques des quais. Et on remercie pour ça la PUR, qui ont largement aidé à développer cette présentation très claire et détaillée des différents quais qui vous sont aujourd'hui proposés. Au-delà de ces quais, l'ensemble des partenaires développent des soutiens pour vous accompagner dans le développement de vos projets. Je vais simplement m'arrêter sur les soutiens qui sont proposés par Vonavigat de France. Le premier, le plan d'aide au report modal qui s'adresse à des logisticiens et à des chargeurs. Et le second, le PAMI, le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation, qui est plutôt orienté aux transporteurs fluviaux. Et donc, sur le PARM, je reviendrai ensuite sur le PAMI, le PARM, plan d'aide au report modal, qui est proposé en 3 volets. Le premier volet permet à des chargeurs de développer des études logistiques, soit en interne, soit avec des cabinets spécialisés pour réaliser ces études. Et ce que propose VNF sur ce type de soutien, c'est un accompagnement à hauteur de 50% des coûts d'études, plafonné à 25 KE. Je salue sur ce point-là la région Île-de-France qui accompagne VNF sur tous les projets franciliens, puisque la région Île-de-France contribue au projet qui a été développé par Vonavigat de France sur ce dispositif. Le second volet du PARM est une aide à l'expérimentation. Une aide à l'expérimentation, parce que réaliser des études, ça permet de modéliser, faire un test ou un essai, ça permet de vérifier que l'étude a bien fonctionné, que la solution logistique de transport fluvial permet de répondre à l'ensemble des besoins, à l'ensemble des contraintes également. Ça permet aussi de corriger les éventuelles problématiques horaires ou de manutention, ou de maintien en qualité des marchandises. C'est une façon pour un chargeur de tester le report modal fluvial sans risquer de surcoût sur un démarrage. Ce volet B, cette aide à l'expérimentation, permet une correction à 100% des éventuels surcoûts sur une durée maximum de 10 voyages, 10 voyages fluviaux, entre une chaîne de transport de référence initiale, prioritaire uniquement, et une chaîne de transport intégrant un maillon fluvial, donc avec du bateau, du camion ou de la silo, et de la manutention et du quai.
chaîne de transport initiale et l'ensemble des surcoûts qui sont générés éventuellement par un port modal fluvial, sont pris en charge par Renouvelable de France à hauteur maximum de 100 KE. Cela sur une durée de 6 mois au cours du voyage maximum. Et le dernier volet, ce sont des aides à l'investissement qui peuvent concerner sur le territoire francilien uniquement les superstructures très développées ou les outils de manutention. On ne parlera pas, en tout cas sur le territoire de France, d'aide à l'infrastructure de construction de quais ou d'estacades, puisqu'on est sur un domaine qui n'appartient pas à la guerre. Les aides à l'infrastructure sont possibles sur le domaine public fluvial géré par des. Je vais rapidement présenter le PAMI, qui se décompose en quatre volets également. Je vous inviterai à découvrir plus dans le détail le dispositif sur le site internet du PNF. Le premier volet du PAMI, qui en est à la modernisation et à l'innovation, est d'améliorer la performance de la flotte. Il peut s'agir d'une meilleure hydraulicité des carènes, des nouvelles peintures qui permettent une meilleure pénétration dans l'eau. Il peut s'agir également d'un éco-pilotage, d'une formation du pilote, d'une remotorisation pour améliorer la performance environnementale ou également économique de la propulsion de l'unité fluviale. Le volet B est un volet qui permet aux bateaux de mieux se positionner sur des chaînes de nouveaux marchés logistiques. Alors, il peut tout à fait s'agir de développer des outils de manutention intégrés, mettre un doublage à bord, par exemple, installer des panneaux de cale sur un bateau pour le maintien en qualité des marchandises, développer des peintures, qui sont par exemple des peintures de cale qui sont agréées alimentaires, ce genre de choses. Le volet C permet le renouvellement des acteurs et de la filière. Donc, c'est un accompagnement au développement d'entreprises de transport fluvial. Et également de formation pour les gens les personnes qui veulent développer ces entreprises. Et le volet D est un volet qui permet l'émergence de solutions innovantes dans la logistique et le transport fluvial. Donc, on peut tout à fait imaginer un accompagnement sur du rétrofit, par exemple, électrique, sur la motorisation de choses. Merci. Merci beaucoup, Rachid. On va finir dans ces quelques minutes de présentation par deux choses, le calendrier et puis le dossier à remettre. Et je vais vous présenter ça assez rapidement. Le calendrier, vous l'avez vu, l'AMI a été lancé au SITEL le 7 avril dernier. On attend les réponses pour le 10 juin, les intentions pour le 10 juin 2022, à midi, on y reviendra. Ensuite, il y a toute une phase d'analyse où les partenaires vont évidemment décortiquer vos intentions avec un jury qui devrait se tenir à l'été et une déclaration des lauréats, une annonce des lauréats en septembre. Derrière, comme on l'a déjà dit, ça débouchera sur la publication d'appel à projet à horizon automne 2022. Sur le format des intentions, vous avez donc un descriptif assez précis dans le dossier que vous avez tous téléchargé. Donc, je vous rappelle, la transmission du dossier se fera par mail à l'adresse indiquée avant le 10 juin 2022 midi. Prenez vos précautions, ne faites pas au dernier moment, etc. Je pense que vous êtes tous aguerris à ces transmissions. 4 éléments pour ce dossier. Une lettre assez générique indiquant les noms, prénoms et pouvoirs. Un exposé, en revanche, je vais y revenir, de 10 pages maximum, qui présente vos intentions. Une note de 3 pages qui va décrire l'expertise et la cohérence de l'équipe que vous mettez en place pour ces intentions. Et un dossier de référence, donc pareil, 5 pages maximum, pour nous présenter vos références et des exemples de réalisation en lien.
Si je reviens sur l'exposé de 10 pages maximum, vous l'avez compris depuis le début de la matinée, on insiste vraiment sur ce volet innovation. Donc, n'hésitez pas à nous décrire cette innovation, à mettre en avant les gains que cette innovation propose, à décrire aussi le fonctionnement d'une chaîne de transport que vous imaginez, les moyens qu'il y a sur l'interface fleuve, canal route, le type d'usage du quai, etc., etc. Vous l'avez compris. L'adaptation aussi à chacun des quais est importante. La clientèle que vous attendriez, pardon. Et puis les modalités d'occupation des sols, on a insisté aussi tout à l'heure, c'est un des points importants aussi de l'AMI. Il y a un petit point sur le modèle économique de vos intentions, évidemment, mais on est au stade d'une manifestation d'intérêt, on est en train de business plan tout détaillé, et évidemment, c'est une présentation tout à fait sommaire. Dernier point, vous l'avez compris aussi, on insiste fortement là-dessus, les groupements sont évidemment autorisés à candidater. Un petit point sur le banc des dossiers qui seront étudiés, c'est pour la règle. Et cet extrait, dans le cas où vous souhaiteriez intégrer dans votre chaîne logistique d'autres sites que les 34 qui sont présentés ici, évidemment, vos intentions seraient analysées. En revanche, la réponse sur les sites qui ne font pas partie des 34 pourrait avoir une temporalité différente et un cadre potentiellement différent de celui du président réuni, avec évidemment une suite donnée ou pas en fonction des projets. Si vous êtes hors des 34 sites. Alors, je crois qu'on a fait le tour des présentations que les partenaires de la ligne voulaient faire ce matin. On va pouvoir ouvrir un temps de questions avec vous. Donc, les règles, on va peut-être commencer par les personnes en présence et puis alterner avec les personnes à distance. N'hésitez pas à lever la main, les personnes à distance notamment, pour que je puisse vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Paris? Oui, madame. Est-ce qu'il est prévu une visite des quais? Oui, est-ce que vous pourriez juste, pardon, la règle aussi, que vous disiez votre nom, puis voilà. Olivier Egbaum, Bataille Log, est-ce qu'il est prévu une visite des quais? Au stade de la ligne, je me permets de répondre, aucune visite de site n'est prévue au stade de la ligne. Sachant quand même que certains quais sont libres pour les accès. Je ne sais pas si nos ils sont tous en libre accès. de Pierre Laurent. Oui, ils sont tous en libre accès, puisque justement, les objectifs, c'est de partager les usages des quais. Aujourd'hui, vous pouvez vous promener le long des quais, même sur les plateformes sur Gennevilliers ou Bonneuil. Une autre question à Paris? Oui. Y a-t-il un nombre de candidats qui sera retenu à l'AMI, un nombre prédéfini? C'est vraiment ouvert. Après, il faut que ce soit pertinent. C'est plus une logique d'examen que de concours. Un examen, on prend tous ceux qui rentrent dans le. Qui ont manifesté une intention qui est en rapport avec les objectifs à suivre, hein, les 5 notamment qui ont été détaillés tout à l'heure par Agnès Bourbon. Et je vous ai dit qu'ils étaient plus cumulatifs et pas exhaustifs, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Après, effectivement, ça vous ouvre, c'est une présélection en fait, pour ensuite pouvoir vraiment se positionner là sur des appels à projets qui vont suivre. Et là, effectivement, là les places seront limitées. Et là, on passe dans une logique plus concours. Donc sur l'appel à projet, c'est bien limité véritablement aux camions ou aux récipiendaires de l'AMI par la suite. On ne peut pas venir se réintégrer dans le process après. Absolument, ça a été un choix fort, un choix clair, fait avec nos partenaires, aussi bien collectivités que spécialistes du monde fluvial et portuaire. De l'intérêt de candidater à cette AMI. Vraiment, des appels à projets sont fléchés, vous aurez cet accès exclusif pendant toute la durée de la procédure. Après, si certains sites ne sont pas répondus, bon ben eux, ce sera une autre logique. Mais vraiment, de l'intérêt de répondre aussi à cette AMI, c'est le point de passage obligé pour candidater aux appels à projets sont publiés par tous les partenaires, et notamment, parce que c'est le gros morceau, par
Je continue, j'ai quelques questions. Donc sur les garanties de temps, après, j'ai bien compris sur les quais Amodier, c'est une garantie qui sera en fonction des investissements par le gagnant du appel d'offres, mais sur les quais de Amodier, quelle sera la garantie après le temps d'utilisation, je veux dire dans la durée? Pareil. Il y aura entre guillemets une convention qui sera signée et avec la durée, le temps d'usage du quai. Après, ça sera négocié. Donc, il y a effectivement la durée de temps d'utilisation et après la durée vraiment tout au long de la vie du projet. Dernière question. On a vu qu'il y avait entre le 13 et je crois que c'est le 13 et le 14, finalement très peu de sites au cœur de Paris. C'était une volonté de votre part ou c'est simplement qu'il n'y a pas de sites disponibles? Aujourd'hui, il n'y a pas de sites qui ont été testés, mais comme on s'était dit la part qu'on a tout à l'heure, le site repéré par les entreprises pourra tester. Oui. Juste en complément pour les sites en exerçant de parisien, on est sur des quais au niveau des berges de Seine qui sont plus étroits que sur les sites qui sont à l'amont et à l'aval au niveau des ports, des parties les plus modernes, et avec une cohabitation d'usage qui est très forte, avec notamment le secteur des sites qui vise la papier et la partie en rive droite avec le parc de Seine qui lui est plutôt avec des usages cadres ou des loisirs et moins sujet en tout cas au développement de la logistique. Pour répondre sur la durée d'occupation des sites pour la ville de Paris, l'idée c'est que ce soit à la hauteur des investissements qui auront été faits par le porteur de projet, que ce soit en corrélation aussi avec son projet. Et d'autant que c'est des sites qui ont vocation à accueillir des aménagements, c'est évident qu'on ne va pas faire une convention d'occupation de 2 ans quand le porteur de projet aura fait des travaux, aura investi, etc. Donc on est plutôt sur des durées d'occupation assez longues, mais voilà, qui feront l'objet de discussions au moment de l'élaboration de la convention. Voilà, je le redis, je pensais assez clair pour tout le monde, je préfère le redire. Vous avez bien vu qu'on a différents types de sites, et là, ce qu'on a regardé par les couleurs bleues et orange, bleu, vous êtes en usage partagé, mais vous pénétrez et vous pouvez faire vraiment une distribution très vertueuse, compris comme à l'intérieur de Paris et dans la zone dense de la métropole de première couronne, donc cette année déjà. Orange ou rouge, je ne sais pas comment vous le voyez, là effectivement, vous pouvez aller beaucoup plus loin, là dans la durée, parce qu'il y a des aménagements à faire. Voilà. Et les deux sujets sont intéressants. Ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est que vous pénétrez l'hypercœur urbain de Paris par le fluvial. Alors peut-être dans les décennies qui viendront, aujourd'hui, compte tenu des contraintes architecturales, environnementales et des usages, les cubes sont un outil indispensable qui aujourd'hui est sous-utilisé pour pénétrer le urbain de Paris. Effectivement, vous avez aussi cette offre complémentaire, comme le site présentera le Paris, on a vu si on offre en regard des zones qui Merci. Il y a d'autres questions à Paris, je vais en ligne, n'hésitez pas à lever la main. Alors je passe la main à Paris encore. Oui, Kevin Janin, Fludis. 2 questions. La première sur le sujet de la confidentialité. Est-ce que la désignation des lauréats est publique ou pas? Oui, la désignation des lauréats, c'est pas public, oui. D'accord. Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait les appels à projets logistiques urbaine fluviale lancés à l'automne 2022? Je voudrais intervenir juste sur la première question déjà. Justement, quel était le sens de la question finalement de votre fenêtre? Eh bien, c'est simplement de savoir si on dépose un projet, comment être au courant ou pas. L'idée, si vous voulez, il y a une phase d'étude, comme l'expliquait Paul Béguet du cabinet Boé,
une phase d'étude d'analyse par le jury. Ça, c'est un travail, je vais dire, en masqué, classique, dans une procédure liée à la commande publique. Ça va se passer à l'été. Ça s'arrête le 10 juin, juillet. Voilà, c'est déjà en train de et après, l'idée, c'est justement de mettre en valeur en septembre les lauréats. De toute façon, c'est un enjeu, sauf si ça dérange le lauréat, on ne va pas forcer les gens. Mais l'idée, c'est qu'il y a qu'on appelle une grosse force de frappe. Vous avez 6 rencontres derrière le public. La ville de Paris, la métropole du Grand Paris, etc., qui ont une forte com. Pas intéressante. Alors, je vois qu'il y a des très grandes comptes ici du secteur privé, qui ne vont pas forcément de nous, mais c'est de relayer le côté vertueux. Tous les lauréats, déjà, on va pousser aussi l'image. Le simple fait de prendre rang dans cette AMI montre l'engagement des sociétés qui vont candidater ou des groupements qui vont candidater pour accompagner un mouvement structurel, séculaire. On en est qu'au début, là, vers la transition écologique qui est attendue quand même, je pense, par la plupart des opinions publiques. Voilà, donc il y a l'idée de mettre en valeur vraiment ces entreprises. On imagine même faire un événement, si vous voulez, un bouquet d'horaire en septembre. Une communication sur les porteurs de projet qui est lauréat, mais pas sur le contenu de ce projet, qui lui reste bien entendu confidentiel et ne sera partagé qu'avec le jury. Il sera de toute façon communiqué aux autres parties. Dernière question. Audrey Boulet, société de CEMEX. Sur certains sites du coup présents dans l'AMI, notamment sur le canal 5, il est demandé de préserver une circulation de piétons de tout temps. Est-ce que, a priori, cette circulation est incompatible en fait, avec un déchargement de caisse aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'un contournement sur le site, un peu comme ce qu'il faut faire sur les quais de Tobiac ici avec Aéroport, ou est-ce qu'on envisage en fait vraiment un système où concrètement un piéton peut faire ce qu'il veut sur site? L'aménagement en question, en fait, il est proposé par le porteur de projet, à discuter avec nous, et pour nous, c'est Gilles de Paris, c'est Pleine Commune et Aubervilliers. L'idée, c'est pas que les piétons aient accès à l'ensemble du site. Voilà, sur un site qui aura une activité et qui ne sera pas ouverte au public. En revanche, il y a la nécessité qu'il y ait un cheminement qui soit accessible en bord de quai. C'est ce qu'on avait indiqué dans les fiches techniques. Pour Lucien-Lefranc Sud, c'est un cheminement de 4 mètres qu'on demande. Et pour Lucien-Lefranc Nord, comme on est sur un quai haut, un quai bas, ça veut dire que ça concernera le quai bas. On a des endroits, il y a des aménagements qui commencent à se dessiner. Par exemple, il y a des espèces de structures en auvent qui permettent des transbordements par-dessus la structure et qui permettent le passage des piétons en même temps. Et les transbordements, par exemple, ne sont pas obligés de se faire sur l'ensemble du quai. Le porteur de projet il peut décider que ça se passe à un endroit, d'avoir juste cet endroit-là qui est à auvent, et le piéton passe en dessous. En fait, les propositions sont à imaginer, à travailler ensemble. Mais en tout cas, ce n'est pas un accès du public à tout le site, mais c'est bien un accès piéton sur le bord à quai. Si j'ai répondu clairement. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'on privilégie l'accès piéton à l'activité industrielle sur le bord à quai. En fait, c'est juste compliqué d'imaginer en fait, d'avoir une structure sur un mètre linéaire qui était restreint, parce que forcément, cette structure, elle a un coût aujourd'hui, pour garantir la sécurité, alors que concrètement, nous, on n'autorise pas nos employés à être dans ces zones aujourd'hui, parce que c'est extrêmement compliqué à gérer d'un point de vue sécurité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on imagine beaucoup plus des solutions de contournement, même intersite, et préserver en fait, des vues sur le canal ou sur la Seine, pour que le cheminement reste agréable et surtout que la personne se sente en sécurité aussi. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est perçu plus comme une difficulté par les amodiataires potentiels. C'est pour ça que je voulais voir avec vous ce qui était vraiment possible. Quand même, on a conscience, c'est une vraie contrainte, mais ce que je disais, c'est que on a un vrai mouvement de retournement des villes, des collectivités vers l'eau, vers leurs fleuves, leurs canaux. Et donc l'accès de l'eau au public fait vraiment partie des volontés très fortes portées par les collectivités. Et effectivement, elles ressortent là dans les contraintes de cet appel
manifestation d'intérêt et ce sera clairement indiqué aussi au moment de l'appel à projet. Et effectivement, il y a une question de cohabitation des usages. On a conscience qu'elle est complexe, mais elle est essentielle voilà, pour nous, pour Robert Julier, pour Pleine Commune. Et ça fait partie des choses qui devront être travaillées par le porteur du projet. J'ai une question par rapport aux contraintes, par rapport à la multimodalité, c'est le fait qu'il y ait des piétons, etc. Donc, c'est par rapport aussi au déchargement des bateaux. Donc, ça sera déchargé sûrement dans des vélos cargo et des véhicules utilitaires, j'imagine, électriques. C'est écologique. Donc, par rapport au flux de personnes, est-ce qu'il y aurait une contrainte horaire d'accessibilité à ces quais? Il faudra prévoir plusieurs vagues. Alors, le passeport va donner des éléments de réponse. Sur certains quais, en fin de compte, je ne peux pas donner une réponse globale, parce que sur certains quais, vous avez des contraintes horaires, il y aura des contraintes horaires. La seule réponse sur l'ensemble du territoire, ça sera quand il y a une manutention, c'est protéger la zone pour qu'il y ait un contournement des bassins. Demander à l'entreprise qui fera la manutention. Aujourd'hui, ça se passe déjà, il y a déjà des services qui se font, et donc ça se passe de manière un peu sécurisée la zone. Petite précision pour le seul et unique quai, je vais arrêter de le répéter, là. Les nerfs étant des choses de c'est aussi plus que la logistique en général, c'est tôt le matin. Arriver à mon ouverture, et éventuellement sur les retours, c'est à vous aussi, porteur de projet, d'indiquer votre besoin, d'écrire. Dire, moi, j'aimerais bénéficier d'une plage horaire de 3 heures, une joie de 3 heures, 10 heures à 2 heures, 7 heures à 10 heures, sachant que sur certains quais, on ne peut pas le faire échelonner. Pas d'opération logistique pendant la nuit, il n'y a pas de développement qui ça serait trop contraignant. Considérant qu'il y aurait une plage horaire un peu neutralisée. C'est vrai, 9 heures jusqu'à 7 heures du matin, 6 heures, pardon, 9 heures jusqu'à 6 heures du matin. En dehors de cette tranche horaire-là, c'est à vous de dire ce dont vous avez besoin. Et à quel moment dans la journée? Plusieurs fois dans la journée. Oui, alors, juste un complément sur les fiches là, que vous avez dans le dossier, a priori, vous avez les contraintes horaires. Pour les sites sur les canaux, donc le souhait c'est que le quai soit, enfin le bord de quai soit accessible en permanence au public, donc il n'y ait pas de fermeture du tout du quai au public. Après, sur les horaires des opérations, les horaires de fonctionnement de la structure, on n'a pas mis de contrainte horaire pour l'instant, mais effectivement, on est en cœur de ville, on est dans un tissu urbain dense, et l'idée, c'est qu'il y ait le moins de nuisances possible pour les riverains. Donc, effectivement, le souhait, c'est qu'il y ait des horaires d'activité un peu et effectivement, pas d'horaire nocturne. Voilà. Merci. Alors, je crois qu'il y a une question de monsieur. Non, justement, ça répond à toutes les questions. Est-ce que les contraintes horaires du plan des Champs-Élysées sont particulières? Et est-ce qu'on peut avoir des activités assez tôt le matin ou même dans la nuit sur d'autres plateformes? Je crois que la réponse a été. D'ailleurs, vous avez une question de oui. J'ai une question sur l'organisation des appels à projets. À supposer qu'on candidate avec une société X, qu'on n'a pas encore forcément les partenaires préalablement identifiés, on peut quand même les rapprocher au moment de l'appel d'offres. J'ai compris que vous ne donneriez le dossier qu'aux sociétés qui auraient manifesté leur intérêt et que vous auriez retenu, mais on peut toujours s'entourer de partenaires dans une deuxième phase. Absolument,
d'intervenir en groupement, la formelle, parce qu'il y a intermédiaire, c'est ça, absolument, et peut-être même aussi de nous répondre, on appelle la manifestation d'intérêt, que sur le segment sur lequel vous êtes spécialisé. Ça peut être sur le logistique, dans un mois, aujourd'hui, j'ai une base très près de ce qui est là, et j'aimerais y développer mon service. C'est ce qu'on avait dit hier avec monsieur. C'est-à-dire qu'il faut tout à fait apporter une réponse partielle sur le segment. Une solution de transport. Et en complément, le transfert intra-groupe avec une société X du groupe Y répondre à l'appel d'offres et que X est sélectionné, je peux changer de titulaire au sein. Est-ce que je pourrais changer de titulaire au sein du groupe? En gros, je vais répondre avec une société qui est actionnaire de plusieurs acteurs. Et il n'est pas dit que ce ne soit pas un acteur qui réponde à un tel AMI, soit une filiale du groupe. Est-ce que ça pose problème juridiquement? Est-ce qu'il faut que toutes les sociétés du groupe répondent collectivement? Ou est-ce qu'on peut faire répondre à la société mère et juridiquement, on n'aura pas de problème de réponse dans les appels à l'investissement? Là, je ne pourrais pas vous répondre tout de suite. Moi, je vous invite à répondre. C'est simple. Et en tout cas, justement, non, d'accord. Et là, à ce stade, c'est niveau réglementaire, je ne saurais pas vous dire quelle entreprise Y devra porter le projet. L'idée, c'est qu'on ne soit pas contraint de porter le projet avec la société qui a répondu, mais qu'on puisse le faire avec n'importe laquelle, soit des filiales, soit des sociétés mères du groupe. Selon l'ampleur du projet, on peut répondre, comme vous le disiez tout à l'heure, avec une société qui fait du vélo cargo ou alors une société qui fait de la logistique de bout en bout depuis Shanghai jusqu'au centre de Paris. Ça va dépendre de comment sont les projets. Sauf que là, on a une entité juridique qui est capable de répondre immédiatement. Je pourrais vous répondre peut-être de façon spécifique. Ouais, je pourrais faire une question là-dessus. Parce qu'en fait, c'est pas plus simple de répondre avec les sociétés du groupe parce que ça fait la paperasse pour toutes les sociétés du groupe. Il n'a pas de sens si on ne répond pas à ce spécifique sur Je rappelle aussi que on a voulu aussi cette phase AMI pour avoir quelque chose de léger. Justement. Pour privilégier la rapidité et pas solliciter un surplus de travail à ce stade-là et qu'on puisse aller vraiment dans une logique. Il y en a qui sont appels à projet qui vont là pour demander et de notre part et de la vôtre Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne depuis tout à l'heure? Non. Alors, est-ce que les participants, ceux qui vont répondre à l'AMI, auront les noms de toutes les personnes qui auront répondu, personnes et sociétés, justement pour favoriser peut-être des synergies, des partenariats qu'on n'aurait pas encore identifiés? Alors, c'est une très bonne question. C'est pas forcément, c'est un point technique qui n'a pas forcément été regardé dans le détail à ce stade. Comme on vous l'a dit au début, Rachid vous a demandé une autorisation on vous allez recevoir un petit mot nous autorisant à donner les coordonnées de toutes les personnes qui ont participé à ces réunions d'information. C'est une première source pour créer des synergies entre vous. Sur la fin et sur la désignation des lauréats, savoir si on communiquera l'ensemble des personnes qui ont déposé un dossier et n'ont pas été lauréats, je ne sais pas. Mais je prends la question et on vous y répondra. Bonjour à tous, je vous explique ma problématique. Je partie Bushman, Marine, Pays-Bas. Je suis partie d'une entreprise qui offre une expertise, qui offre du savoir, mais qui n'offre rien de concret, de physique. Pas de chargeur, ni logisticien, ni armateur. Dans ce cas, quelle place dans votre esprit vous réservez à ces entreprises qui offrent une expertise, mais qui ne font rien de concret?
C'est un peu partie de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ça peut être un accompagnement pour répondant. Et là, c'est à vous aussi de présenter votre savoir-faire au moment de Rémi en disant que vous êtes en mesure de porter tel ou tel accompagnement, telle valeur ajoutée, porteur de projet, qui soit transporteur, logisticien ou chargeur. Et ensuite, peut-être les autres, on ne pourra pas vous y accompagner ensuite. Je vois tout à fait un lien avec la question de la personne de Bataillon pour créer des synergies entre les différents domaines de compétences que chacun peut nous porter. Merci beaucoup. Et du coup, ces groupements pourront se former dans la seconde phase, non pas dans la première. Pour les deux rounds, on va dire. Un dernier point technique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut déposer les dossiers en anglais ou uniquement en français? En français. Oui, les groupements, mais évidemment, il faut forcément qu'il y ait au moins un des membres du groupement qui ait été lauréat à la EMI. Sinon, pas de bras, pas de chocolat, comme on dit. Alors, la découverte de Laurent souhaitait intervenir pour l'intermédiaire de Laurent je te laisse la parole. Oui, mais bonjour à tous. Mais je pense que ça a été répondu. En fait, quand on est en visio, on a du. Pardon. Quand on est en visio, on a du mal à entendre pleinement les intervenants. C'était juste cette idée, en fait, mais je crois que vous avez répondu par rapport à une question qui était posée sur le fait de partager le nom des lauréats, etc. Enfin, il y a vraiment l'idée après de créer une synergie possible et des correspondances en fait entre les lauréats et dans la seconde phase effectivement d'appel à projets territoriaux d'articuler des métiers ou des approches qui peuvent être complémentaires si les lauréats s'en donnent les moyens. Donc enfin il n'y a pas de donc c'était juste cette précision en fait effectivement qu'à mon sens et à notre sens me semble-t-il c'est ce qu'on a dit hier à Rouen. La liste des lauréats était connue, les contacts éventuellement d'ailleurs enfin, disponibles, et dans la seconde phase, des complémentarités vont être cherchées entre les différents lauréats sur tel ou tel site, à mon sens. Oui, et encore une fois, dans la mesure du possible, évidemment, l'idéal, c'est que vous puissiez prendre la tâche à votre opérateur, hein, complémentaire de vous, ça se passe bien dès la phase à l'idée. Donc, il y aura les mises en lien. Peut-être c'est l'un des objets de cette moment. Merci. Une prise de parole. Oui. Une dernière question concernant les pièces non amodiées. Est-il possible tout de même d'y implanter une petite bâtie possible, même pensionner à salariés qui pourraient travailler sur le site? Alors, vous pouvez me dire. A priori, non, hein, c'est ça. Il faut que les terrains soient remis en état pour l'autre usager qui viendrait par la suite. Et donc, peut-être l'idée, un stockage temporaire ou quelque chose qui reste à coller. Il y a, non, les contrats pour les quais à usage partagé exigent que le terrain soit remis, soit que l'opération de manutention soit l'usage partagé. Est-ce que vous avez déjà identifié à côté d'autres potentiels partenaires qui pourraient mettre à disposition ces espaces-là, ou vous savez vous après de chercher? Nous, on ne fait pas l'intermédiaire, enfin, c'est à vous de chercher. Je crois que vous avez déjà quand même travaillé sur les territoires du port de Paris. Donc, vous connaissez les. Il y a aussi un engagement de trafic derrière, un engagement dans le temps. Enfin, c'est plutôt à vous de chercher. Le principe est bien que le quai, en tout cas, redevienne entièrement disponible après les transbordements ou les manutentions.
Après, il y a quelques sites qui peuvent être regardés au cas par cas. Il y a des parkings qui peuvent être à proximité de certains paysages partagés dans Paris intramuros qui sont sous aujourd'hui. Il n'existe pas l'entité ou le service aujourd'hui qui est facilitateur de ces mises en relation. Par contre, il peut y avoir éventuellement quelques pistes qui peuvent être données à la personne qui répondrait pour l'aider en tout cas à trouver des solutions techniques. Je vais juste répondre pour le port des Champs-Élysées, puis après, il y a deux questions vous voulez, puis effectivement plus. Pour le port des Champs-Élysées, sur une installation vie, par exemple, peut-être qu'il y ait un accord entre les différents types d'usages logistiques. Ça pourrait être envisagé. Et, je rappelle que la modulation impliquée pour le port des Champs-Élysées sera très réduite dans le temps. Moins maxi, éventuellement renouvelable. Ça n'a pas d'installation à long terme, au moins l'installation d'une base vie, intérêt dans le paysage, présentation à d'autres types d'usagers logistiques qui est pas possible. Les plans précédents. En fait, je pense que aussi l'intérêt, alors il y qu'il n'y en a pas beaucoup, mais à l'échelle des trois métropoles, l'intérêt d'avoir des quais à usage partagé et des quais à modier, c'est aussi de pouvoir candidater sur plusieurs sites. Et par exemple, un porteur de projet peut envisager d'avoir une base vie sur un site à modier et puis d'avoir un parcours itinérant appuyé sur les quais à usage partagé. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir une vision globale sur les sites qui sont proposés pour la construction de cette activité. Et après, Du coup, pour rebondir aussi là-dessus, c'était de savoir s'il est possible éventuellement de faire une activité de logistique urbaine, par exemple, pendant 2 ou 3 heures en matinée, et en fait de continuer à bénéficier d'un stock flottant le reste du temps. C'est-à-dire qu'on rend l'espace, par exemple, qui est libre, mais on bénéficie d'avoir une partie de ces installations, de son stock encore en fait sur le bord à quai. Ça paraît difficile parce que si vous mettez du stock sur flottant, après ça empêche un autre usager d'accéder au quai. C'est tout l'enjeu de trouver un usager qui n'utilise que la partie quai, évidemment. Un autre usage. Sinon, après, il faut avoir des capacités de parking aussi. J'ai du mal à imaginer comment je peux utiliser aujourd'hui un quai pendant 3 heures et un autre quai, par exemple, l'après-midi. Donc, il faut vraiment avoir une logique de réseau. Mais le problème, c'est qu'il faut sécuriser ce réseau. Et sur combien de temps je le sécurise? Aujourd'hui, le système de QP, c'est place à limite. Ma question de savoir s'il est possible d'avoir un stock en flottant pour reprendre après les activités à un autre moment, le lendemain ou autre, et en laissant le bord à quai libre. Un stock flottant dans une de vos navigations ou sur le quai? Le quai, c'est impossible d'avoir le stock sur le quai, enfin pas sur l'eau en face du quai. Ça, c'est sur l'eau, sur le quai qui est abonné pour la durée, enfin pour la courte durée. Juste sur le port des Champs-Élysées, ça serait. Les Champs-Élysées. Oui, je reviens tout à l'heure sur, je pense, je ne sais pas, je suis pas sûr qu'il y ait eu de réponse à ma question sur désigner comme appel à projet le logistique urbaine lancé à l'automne 2022. Alors sur ce sujet, comme on l'a expliqué au début, je crois, Anaïs, l'AMI est vraiment préalable à ces appels à projets qui seront lancés à l'automne par les partenaires.
le contour même de ces appels à projets pourrait être lancé par les réponses à l'AMI. Donc aujourd'hui, je pense que les partenaires, je peux mettre dans l'épaule, mais ils me taperont dessus si ce n'est pas le cas. On n'est pas en mesure de vous expliquer aujourd'hui les contours de l'appel à projet logistique urbaine pluviale, puisque c'est bien l'intérêt de l'AMI d'avoir une forme de sourcing, d'avoir une forme d'idée pour établir au mieux ces appels à projets qui viendront à l'automne. Je laisse les partenaires compléter. Oui, merci Paul, je confirme ce que tu viens de dire, en tout cas au niveau de la logique d'ensemble de l'AMI. L'AMI, c'est le chapeau. Vous avez vu, on a 34 sites qui vont de Paris au Havre, en passant par Rouen. Donc c'est très large. On demande des réponses, des intentions, des dossiers très légers, qui permettent de répondre rapidement, sans dévoiler toutes vos billes, d'abord vos petits interrogations, c'est deux, sans vous demander une forme de travail excessif. La phase d'appel à ce projet va être un zoom, focus, avec des spécificités, avec des cahiers des charges précis qui vont aller au-delà de la fiche, des fiches techniques, les 34 fiches techniques qui ont été construites. Et évidemment, comme l'a dit Paul aussi, on va se servir de l'AMI, de ce qu'on va lire. Attention, ça pourra être utile, ça pourra donner aussi des idées que n'auraient pas forcément les gestionnaires de port. Donc ça peut être tout à fait intéressant, ça peut être une source d'inspiration aussi dans la définition de nos cahiers des charges. Je parle d'autant plus librement et je vais laisser la parole aux gestionnaires de sites et de secteurs, parce que la métropole du Grand Paris n'est pas gestionnaire d'aucun site. Nous sommes ensemble liés, on va dire, pilote de la démarche générale, et Arrêt-Port, Ville de Paris, Métropole Rouen-Normandie et INF, bien sûr, seront maîtres chez eux, nous participerons avec eux dans le jury, mais c'est bien eux qui vont affiner au stade d'appel à projet, qui seront publiés dans le courant de l'Open, comme ça a été dit, à ce moment-là, le détail des cahiers des charges. Mais évidemment, profiter de l'AMI, d'abord parce que c'est notre norme obligeant de l'expert comptable obligé, et deuxièmement, ça peut donner des idées qui vont intéresser et qu'on n'aurait pas forcément. Ça va parler pour les gestionnaires de site. Les gestionnaires de site n'auront pas forcément. Donc, il y a bien sûr un phénomène d'itération où chacun apporte une co-construction. Voilà. On passe. Je vais. Oui, c'était donc Nicolas Teinturier, ULS, pas question de s'adresser à l'ENF comparativement à tous les autres sites que Gérard Opa pense qu'il y a une très courte durée d'amodiation, pas de mise à disposition du quai à usage partagé, des objectifs d'expérimentation renouvelés. Du côté des opérateurs économiques, monter les systèmes logistiques nécessite des investissements relativement lourds et d'accompagner le changement chez les opérateurs de transport et les chargeurs pour aller vers le mode fluvial. Et donc, quelque part, quel est votre objectif à ne pas donner une visibilité temporelle aux opérateurs économiques qui vont pouvoir développer ces systèmes que vous attendez La visibilité temporelle, on la donne, hein, ça sera 6 mois ou 8 mois renouvelable. Donc, effectivement, c'est dur de se projeter. Investir d'éventuels investissements, bien sûr, c'est vrai. Mais les investissements, il n'y en aura pas. On ne pourra pas aménager. Utiliser, on va se développer les logistiques. Il faudra tout replier pour laisser la place à d'autres usages. Donc, l'objectif, un peu de ce forme de mise à disposition de ce quai, c'est de servir un peu de tremplin grâce à la visibilité importante que peut offrir le côté emblématique du port de Champs-Élysées. La spécialité VLF n'est pas la gestion portuaire, ce n'est pas les gestionnaires de quai. C'est la spécialité de la ROPA. Nous sommes des gestionnaires d'un réseau. Donc, l'infrastructure de transport, on n'a pas vocation à se substituer sur le métier qui est celui de la ROPA. On va voir qu'on participe à disposition de ce quai-là. De toute façon, il faut considérer le quai des ports du port des Champs-Élysées comme une espèce de tremplin.
qui pourrait vous donner apporter une certaine visibilité. Mais pas du tout, effectivement, dans l'idée d'amortir des investissements lourds qui ne seront de toute façon pas permis sur ce territoire. Quand je parle quand je parle d'investissement, bien entendu, j'ai compris qu'on ne pouvait pas investir sur le quai en termes d'infrastructure. Mais l'investissement pour développer une solution globale de logistique urbaine passe à la fois par un investissement de navigation, un investissement dans le montage de tout un schéma logistique et surtout un investissement dans de nos clients. C'est finalement par rapport à la remarque que la personne d'Amazon a dit, où il y a un peu de sites entre le numéro 13 et le 14, votre site ne donne pas une grande visibilité, où il n'y a pas une perspective, et notamment pour les clients, ça veut dire changer la chaîne logistique chez des clients qui font du routier. C'est long et ils ne s'engagent pas s'ils n'ont pas une visibilité de 8 mois. Ils ne prennent pas forcément ce risque. Donc, ça veut dire que il y aura moins de sites entre le 13 et le 15, si je comprends. Mais bon, à la fois, j'entends la vision. Pour compléter là, il est bien dit à mon appel à la manifestation d'intérêt, vous pouvez proposer toujours plus aussi. Donc, que ça sera regardé. Vous trouvez des sites qui restent 13 et 14. Le 14, je ne le connais pas, j'en pose. Non, mais le 13 est l'instant. Et toujours, on regardera si c'est possible. Donc, j'ai en tête le port, il y a un port qui est de l'Assemblée nationale, etc. C'est qu'on a pas mis dans les sites, ça peut regarder. Poursuivez, c'est intéressant. J'ai du mal à appuyer dessus. Oui, alors je crois que c'est dans le prolongement des interventions David Aroupa sur la notion de quai à usage partagé et de temporalité. Vous avez plusieurs fois dit des quais pour une durée de 2 heures, qui, quand c'est relativement court. Alors, ma question, c'est fondamentalement votre objectif dans les termes de partage, c'est un partage d'espace terrestre avec les usages de loisirs et de déambulation, c'est la priorité, ou l'objectif, c'est que vos quais soient utilisés 2 heures par un tel, 2 heures par un tel. Je vous pose cette question parce que autant la mixité avec le maintien d'usages entre guillemets urbains ou de loisirs, bon, c'est à nous de y répondre. Mais les activités logistiques urbaine, outre les séquences de transbordement, il y a après sur Terre, il faut distribuer la marchandise. Tout ce que vous avez déchargé doit être distribué, ce qui représente une certaine intensité d'activité et une durée qui est plus longue que 2 heures d'usage d'un pays. La question, c'est votre priorité entre maintenir c'est un partage complet, un partage des activités logistiques et un partage des activités etc. Donc, en fin de compte, nous, dans les quais à usage partagé, vous avez dit tout à l'heure, c'est la tournée du laitier. Et vous chargez, vous déchargez, vous en partez. Par contre, il faut, à partir d'une place, vous exister quelque part. Sauf sur le port de Charenton, là où vous pouvez vous installer avec la possibilité de construire des bâtiments. C'est quasiment impossible en Paris. Ce que je comprends, c'est que vous considérez que le quai n'est qu'un endroit de transbordement qui va alimenter une plateforme, un ELU quelque part à proximité. Ou alors le quai peut être une plateforme de distribution.
Et dans ce cas-là, si c'est une plateforme de distribution, elle peut être libérée en fin de journée. Madame, si, c'est très important, c'est très intéressant. Encore une fois, si on veut vraiment toucher la centre-ville de cœur urbain de la métropole, la centre-ville de Paris et la zone dense immédiate autour de Paris, les cubes seront, pour longtemps, je pense, des points de passage obligés. Donc, ça va un peu dans le temps, mais avant qu'on fasse des aménagements sur le pont neuf, dans les 103, je pense qu'il va se passer beaucoup de temps. Donc on en reparle. Mais plus on s'approche du territoire urbain, plus on s'approche d'une ville monde, avec des monuments exceptionnels, etc., et moins on pourra faire d'aménagement. Donc le système qui est proposé, alors, ça, moi je vais rebondir sur ce que vous avez vécu. Donc tout à l'heure, 15% aujourd'hui en moyenne, les chiffres communiqués par Europa, c'est peut-être pas 15%. Et ravi de l'apprendre, de nous dire. Maintenant, on va à combien on en est, mais en tout cas, je sais qu'ils sont utilisés aujourd'hui par ceux qui utilisent des puces. Je pense que ça peut être intéressant de nous dire comment ils s'organisent aujourd'hui. Première chose. Et puis la deuxième question, je rebondis sur la vôtre parce que je trouve que c'est intéressant, ça mérite d'être traité. C'est comment ils s'organisent aujourd'hui. D'autre part, du coup, je vais manger ma dernière question, maintenant, je vais dire tout ça. Et ça va revenir. Merci pour ces échanges. Est-ce qu'il y a encore des questions à distance ou ici? C'est dans la question sur comment ça s'organise. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire part? Voilà, l'exemple aujourd'hui, comment ils s'organisent. Ah oui, la deuxième remarque, ça concernait aussi le fait que dans une offre, en constat d'AMI, vous pouvez très bien dire, moi je compte utiliser le site de Charenton, et c'est quoi, c'est 5 000, c'est ça, 5 000 mètres carrés, donc ça, et utiliser le cube, j'en sais rien, 10, 12, 15. Ça, c'est tout à fait possible. Je dis, important que vous ayez bien, il y a une notion de panachage. Après, je voudrais Didier, que nous explique un petit peu, parce qu'il y a un d'autres qui utilisent les cubes, et je ne pense pas que tout le monde autour de la table soit forcément bien au fait du fonctionnement de ces cubes. Comment s'organisent donc ceux qui sont là? C'est une question complémentaire. Je laisse la parole. Mais j'en profite pour vous poser une question. C'est quoi les typologies de business aujourd'hui d'entreprises qui utilisent les cubes? Quelles sont les activités qu'ils exercent? Aujourd'hui, les cubes sont majoritairement utilisés par les entreprises du secteur du BTP. Ils utilisent de manière temporaire. Ça se regarde. Aujourd'hui, ils utilisent ces cœurs en fonction des chantiers qui sont à proximité. Après, il y a quand même aussi quelques cubes qui sont utilisés par des entreprises qui font de la distribution urbaine. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'entreprises qui font de la distribution urbaine, mais il y a des cubes qui sont loués à certaines entreprises qui les occupent de telle heure à telle heure dans plusieurs endroits dans Paris à partir d'une place qui se trouve à l'est de Paris. Sur des créneaux de 2 heures? Ça peut se regarder. Après, ça va dépendre aussi des réponses. Si tout le monde veut utiliser les cubes telle heure à telle heure, après, ça sera un choix. Après, il y a des entreprises qui ont besoin de faire à cette heure, de telle heure à telle heure. C'est 2 heures ici. Donc, ça, c'est les importants. Il ne faut pas prendre de transport 2 heures, c'est juste pour donner un exemple. Ce n'est pas défini sur 2 heures. C'est simplement une manière de faire comprendre comment. Voilà. Donc, il peut y avoir une certaine souplesse. Vous pouvez, encore une fois, au stade aussi de l'AMI, il ne s'agit pas de donner tous les détails, ce n'est pas vraiment l'objet, il s'agit de donner les grandes lignes, le principe, mais c'est important que ce soit très clair, et c'est le but de cette réunion aussi, hein,
tous les participants. Je veux dire qu'il y a des questions en distanciel, on va les traiter aussi. Et je vous en remercie aussi, ceux qui sont en distanciel de nous pouvoir intervenir. Mais en tout cas, voilà, il y a une possibilité de souplesse. Les cultes, ils existent parce qu'on est encore une fois dans un univers urbain très contraint que chacun peut comprendre. Mais du fait des spécificités de la métropole et de la zone hyperdense. Néanmoins, voilà, il y a ces cultes, il y a une place aussi pour une certaine forme de souplesse, y compris dans les horaires, dans les aménagements. Tout ça, je pense que ça mérite peut-être effectivement un petit focus et peut-être même un complément d'infos pour tous les participants. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi. Parce que il y a pas mal de questions là-dessus. Nos interventions de la salle, c'est des mains qui se lèvent aussi en distanciel. Est-ce que ça répond grosso modo à vos questions? Je vais prendre la question à distance de M. Bazenet. M. Bazenet, si vous voulez mettre le micro, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Marc Bazenet, donc cluster logistique. Ma question concerne le... Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Ma question concerne le quai des Champs-Élysées. Au chapitre de l'importance, il est indiqué un point d'interrogation. J'aimerais savoir si cette information sera connue d'ici au mois de septembre, ou est-ce que il faut partir du principe qu'on ne peut tout simplement rien poser, pas même un camion? On ne pourra pas y faire de connivence, bien sûr. Attention lourde, agents d'installation d'engins de manutention sur le quai. Considérer une portance inférieure à 1 mètre carré permet néanmoins la circulation du quai utilitaire léger. Pour préciser ma question sur le plan technique, si j'ai un 19 tonnes qui vient prendre deux petites caisses mobiles déchargées à l'aide d'un bateau autodéchargeant, est-ce que le 19 tonnes pourra accéder au site, ou est-ce que ça sera réservé au triporteur? Le triporteur est 19 tonnes, il y a quand même marge de manœuvre. 19 tonnes, liez-le. Oui, déjà, des policiers urbains à la ville de Paris, par exemple. Capacité de 7,5 tonnes. Oui, et j'avoue qu'il ne faut pas perdre le sens, l'objectif, on en revient à ce qu'on a dit dans la première heure de cette réunion. L'objectif, c'est quand même un apaisement aussi des villes, c'est de tendre vers une logistique plus vertueuse et appréciable pour aussi nos populations, nos élus. Bon, si on fait du fluvial, mais qu'à la fin, ça se traduit en bord de Seine, en plein cœur de Paris ou des villes qui sont immédiatement, on voit bien, il y en a beaucoup là, 93, 92, 14 aussi, par les 19 tonnes, ça s'y fait pour refaire venir des très gros culs, ça n'a pas tellement de sens. L'un des buts, c'est quand même de diminuer la congestion, de montrer à la population qu'on essaie d'être plus vertueux tous ensemble bord à bord d'eau. Donc, forcément, au niveau des véhicules qui vont se charger de la logistique du dernier kilomètre, ça doit être assez ouvert. Et voilà, vous avez l'idée, c'est pas on est une armada de très gros véhicules. Hein. Bon, on a dit, voilà, il y a des sites. Deuxième chose, et je rends la parole tout de suite. Ce que ça souligne aussi, c'est que vous voyez bien qu'on a une pluralité. Si je prends l'exemple de Paris, mais c'est aussi à Rouen, il n'y a que Rouen où il y a 2 sites à Rouen, où là, c'est très clair, les 2 sites sont pas exactement dans la même situation. Mais que ce soit à Rouen et encore plus dans la zone de Paris et
la zone métropolitaine de Paris. Vous voyez bien qu'on a une pluralité de situations. Je vous invite vraiment à vous repencher sur les sites, les fiches techniques qui sont très soignées, très complètes. Et à partir de là, la réunion elle est là aussi pour ça. S'il y a des choses qui méritent encore une clarification sur tel ou tel site, bien sûr, on est disponible, je le rappelle aussi par site internet, pour répondre à ces questions-là en lien avec les sites, hein, parce que la métropole du Grand Paris a donné beaucoup de qualité, mais on ne se substituera pas aux professionnels et aux gestionnaires de sites. Mais en tout cas, on peut vous apporter des réponses techniques sur des sites. Il y a des sites avec des situations très, très différentes. Voilà, ça c'est important de noter. Alors, j'ajouterai un dernier élément d'éclairage en ce qui concerne la gestion de la congestion et la place des livraisons de marchandises dans Paris. Les livraisons en véhicules légers et en triporteurs, c'est du e-commerce, c'est du colis. Ça ne représente que 13% de ce que fait la distribution aujourd'hui. Et donc, si on veut avoir un levier efficace pour améliorer la congestion, eh bien, ces camions qui, de toute façon, existent dans les centres-villes et qui livrent en 16 tonnes, 24 tonnes, carrossés 21, 24 palettes tous les jours, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir aussi en disposer peut-être sur l'équipe pour une fonction dernier kilomètre, évidemment avec des motorisations propres. Voilà, en tout cas, merci pour votre réponse et donc à la prochaine étape. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Paris? Oui. Juste pour redonner votre société. Jason Tarek, Transec Express. Est-ce que vous auriez des informations sur le flux des navettes fluviales? C'est-à-dire sur combien de navettes passeraient par jour ou par quai? Je voulais faire autour de moi. L'information que vous voulez aller chercher. Là, aujourd'hui, on peut y naviguer, il n'y a pas de navette qui existe à développer. On peut vous mettre en relation avec des transporteurs fluviaux, avec certains sont sur la table. Vous pouvez avoir des opérateurs de transport caractéristiques qui est pas sur la capacité de réseau à accueillir la marge. Tout à l'heure, on évoquait sur des cubes à 15%. Sur la Seine, on multiplie le trafic par 3 sur le bord de congestion. Ma question, en fait, elle est liée au volume qu'on pourrait décharger sur l'équipe pour remplir, par exemple, des utilitaires légers. Qu'est-ce qu'on peut décharger ou pas? Et ça va dépendre sur lequel vous allez travailler. Ça va dépendre aussi de la productivité que vous développerez dans les opérations de planification, dans l'organisation logistique, l'interface fluviale. Je ne peux pas là-dessus répondre. Dans votre cas, on peut vous conseiller. Certains opérateurs, certains cabinets d'études logistiques peuvent le faire, savent le faire. Les experts vont vous apporter des orientations, des conseils là-dessus. On ne pourra pas répondre de façon péremptoire à cette question sans connaître où vous allez, ni les flux sur lesquels vous allez travailler, ni les outils de préhension, les outils de manipulation que vous allez développer. Voilà, peut-être, en fait, ma question a mal été comprise, excusez-moi. C'est peut-être plus la capacité d'accueil en moyenne d'un quai par rapport au volume journalier qu'on pourrait nous recevoir. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a quand même une contrainte, ça va être la longueur du bateau. Le bateau, en maximum, parfois dépasser 80 mètres de long. Et après, ça vous permet de mettre un certain, ça dépend de ce que vous transportez. Le système avec les caisses, le système avec les palettes, les systèmes avec les colis qui peuvent être en paquet.
données, c'est l'information sur le bateau. C'est plus facile quand même avec le bateau de 60 mètres que sur 80 mètres carrés. À faire sur le plan des Champs-Élysées, où ils peuvent accueillir des paquebots. Oui. Sur le quai des Champs-Élysées, pour accueillir des bateaux. Et pour les canaux, c'est le gabarit précisé, donc c'est 39 mètres de long. En fait, il faut que les bateaux ils puissent déjà, c'est la longueur maximum pour pouvoir faire un demi-tour à certains endroits sur les canaux. Et c'est aussi la longueur maximum qui permet de passer les écluses pour pouvoir rentrer dans le salle des écluses en fait. Et du coup, c'est 39 mètres. Une dernière question, non? Il est déjà midi 3. Conclure la réunion. Merci beaucoup pour votre présence. Je vais laisser un petit mot de conclusion à la métropole. Rapide. Merci beaucoup. Et je pense que cette réunion, elle était dense. Et donc, elle était manifestement pas inutile. Il y a des questions, il y en a sans doute d'autres. On voulait aller un peu plus loin. Moi, je vous invite vraiment, d'abord, ne vous censurez pas sur votre, je le redis, sur votre profession. C'est un appel à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire, tous ceux qui répondent et qui essaient de le faire en essayant de coller nos objectifs, même si aujourd'hui il y a des zones d'ombre, ça ne demande pas un surinvestissement de la part de la société et sont recevables. Il n'y a pas, on ne peut pas de numerus clausus par rapport à ça. Ça peut aussi déclencher des choses sur cette AMI. C'est un premier jalon. Donc, de toute façon, ça va intéresser et ça va, dans tous les cas de figure, ça va redonner des opportunités pour les appels à projets qui vont suivre, que ce soit les sites mondiaux, que ce soit les cubes. Et aussi, de toute façon, ça va avoir un effet d'influence dans la durée. Voilà, ne vous censurez pas. Et les questions, je vous invite vraiment à vous plonger dans les fiches techniques des sites et voir si sur les sites qui vous intéressent plus particulièrement, plus on va être au cœur urbain et plus ça va être contraint, résumé, et plus on s'en éloigne et moins ça va l'être. C'est logique. Donc après, vous le savez, donc ce ne sera pas la même approche. Je vous invite à plonger là-dedans et les zones d'ombre, les points qui ne sont pas clairs ou les spécifications qu'on n'aurait pas données sur tel ou tel site, allez-y, posez-nous des questions via le site internet. On a une adresse dédiée, on va la recommuniquer de toute façon suite à cette réunion. On remercie déjà tous les participants. Et à ce moment-là, construisez un peu votre question site par site et on tâchera d'être le plus réactif possible. Si vous l'envoyez avant le 9 juin, mais en tout cas, voilà, un maximum pour apporter aussi toutes les spécifications techniques qui pourraient vous être utiles par rapport à tel ou tel site, si ça peut avoir une importance pour vous. Merci encore pour votre participation et pour la qui nous accueille et pour toute l'équipe qui travaille ensemble.